Est-ce que tu peux refaire la présentation peut-être rapidement, comme ça on l'aura en zoom? Kengomo, professeur agrégé de lettres modernes, chargé pour l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse, associé à l'Institut de recherche en langue et littérature européenne, va nous parler de Seinfeld. Seinfeld ou les politiques contre les personnages, tout contre. Voilà. Le titre de sa communication. Et là, ça va être bon. On fait le diaporama. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci à l'équipe organisatrice de m'avoir invité, de m'accueillir. Alors oui, je me propose de montrer comment la série Seinfeld, donc, qui a été diffusée sur NBC de 1989 à 1998, créée par Larry David et Jerry Seinfeld, élabore une réflexion éthique à la fois complexe et réjouissante à travers ses choix narratifs et son esthétique. Ce célèbre Show About Nothing, qui est en quelque sorte une méta-série parlant d'elle-même, apparue avant que les fictions autoréflexives ou en abîme ne fassent florès, interroge continuellement l'éthos de ses personnages et la construction de sa narration. Ainsi, ce qu'on pourrait appeler des dilemmes d'affection sont régulièrement inventés par la sitcom pour opposer notre attachement aux personnages et leur conduite discutable. Ce n'est donc pas un hasard si la diffusion de Seinfeld sur Netflix depuis l'automne 2021 a pu engendrer diverses critiques et condamnations morales, la plateforme de streaming prenant d'ailleurs soin de présenter les 4 protagonistes dans sa bande-annonce comme des caractères potentiellement problématiques, donc de droite à gauche sur l'image, The Comedian, The Coward, The Cynic et The Wild Card. Jouant avec les questions morales, les créateurs de la série proposent donc en toute logique, dans l'ultime épisode, de faire à la lettre le procès des personnages. Jugés pour ne pas être intervenus lors d'un vol qu'ils ont filmé et s'être moqués de la victime obèse, ils sont ensuite accusés par des personnages secondaires des saisons antérieures qui viennent témoigner contre eux à la barre, donnant une forme comique originale à la distorsion narrative qui oppose dans la structure fictive les figures occasionnelles et les 4 héros au long cours de la sitcom. Seinfeld réussit donc à mettre en scène avec humour et enjouement un trouble éthique profond pour les spectatrices et spectateurs relatif à l'empathie naturelle que la forme sérielle de la sitcom engendre et au processus de projection et d'identification qui lui sont associés, car nous finissons par être contre les personnages, tout contre, si l'on peut le dire en parodiant Sacha Guitry. Une étude transversale de la série permettra de montrer donc comment sa forme narrative et l'esthétique sérielle qu'elle élabore remettent en question la famille et ses liens, l'idéologie du travail, les vertus classiques, mais aussi la responsabilité sociale, la conjugalité, voire la bienveillance et l'éthique du care. Car Seinfeld ne semble donner sens et valeur qu'à l'amitié et à l'humour, et transforme des défauts trop humains, égoïsme, mesquinerie, couardise, lâcheté, en une matière sensible qui porte à rire et à penser. Le mouvement éthique qui, comme un réflexe, pourrait parfois nous pousser à être contre les personnages de Seinfeld, tient d'abord aux accès de cynisme et de misanthropie dont ils font régulièrement preuve tout au long des 9 saisons, mais aussi aux ruses ridicules de l'amour-propre et du narcissisme qui agissent de façon madrée jusque dans leurs bonnes intentions et leurs actions vertueuses. Pour reprendre une formule latine chère aux auteurs classiques du grand siècle, on pourrait le dire ainsi: castigat ridendo mores, la comédie châtie les mœurs en riant. Elle les corrige pour améliorer l'être humain. De Molière et La Rochefoucauld à Seinfeld et à Larry David et à leur New York recréé dans des studios californiens, c'est un même regard moraliste au sens strict et noble qui s'amuse à railler les défauts humains, trop humains, qu'il s'agit tantôt de faire saillir par des traits comiques provocateurs, tantôt de suggérer en montrant les faiblesses et l'inconsistance banale des personnages. Jerry Seinfeld lui-même n'épargne pas son personnage, dont il moque au fil des saisons les travers plus ou moins grands, particulièrement à partir de la saison 3, où la série désormais installée et rodée se permet de ternir son image, comme s'il s'agissait, dans une expérience risquée mais calculée, de dégrader, de salir le personnage clé, en supposant que malgré tout les spectatrices et spectateurs continueront à l'aimer. Jerry parle de façon irréfléchie et stupide à sa kinésithérapeute, aux yeux de laquelle il passe presque pour un dangereux sociopathe susceptible de s'en prendre à son jeune fils. Plus tard, dans cette même saison, il monologue de façon extrêmement provocatrice et pleine d'humour noir sur le suicide. Il fait aussi un faux pas raciste en offrant une statue d'Indien à une girlfriend native américaine, poussant la bêtise vexatoire assez loin, offensant ainsi la sensibilité de la jeune femme, puis celle d'un postier asiatique,
et se demandant enfin de façon faussement naïve, est-ce qu'on ne devient pas tous un peu trop sensibles? La notion de sensibilité, au croisement de l'esthétique à laquelle elle est reliée par son étymologie et de l'éthique, est mise en exergue ici pour questionner les codes moraux d'une société et prendre à partie le spectateur. Que penser? Comment juger ce personnage pourtant si drôle et intelligent par ailleurs? On voit aussi Jerry dans la saison 5 embrasser longuement une amie pendant la projection de la liste de Schindler, ce qui crée un scandale au sein de sa famille juive. Dans la saison 7, l'excès apparent de qualité morale de sa petite amie du moment l'empêche précisément de continuer à sortir avec elle. Prétexte ironique qui consiste à nous dire que les êtres sans défaut sont aussi sans intérêt et que le programme de la sitcom est justement de remuer le couteau dans la plaie vive de l'imperfection morale et de la faiblesse éthique dont chaque humain est malgré lui plus ou moins à des degrés divers l'exemple désolant. Mais s'il est un personnage que la série va charger de bout en bout, c'est bien celui de George Costanza, ce caractère à la manière de la bruyère, à la fois faible et colérique, dont les défauts ridicules composent un monument de comique télévisuel auquel le comédien Jason Alexander donne finesse et expressivité. Quelques exemples édifiants parmi d'autres. Parangon d'égoïsme, George ne pense qu'à sa voiture quand un suicidé l'écrase en sautant du toit d'un hôpital. Il est jaloux de son voisin d'enfance, version en apparence plus réussie de lui-même. Il imagine séduire une jeune femme blonde, belle, élégante, même si elle appartient à un mouvement néo-nazi. « Tu as vu comme elle me regardait ?» dit-il à Jerry, qui lui répond « C'est une nazie, George, une nazie. » Son rapport au travail salarié est névrotique et il vit tout emploi comme une aliénation insupportable. Sa lâcheté, confine à la légende noire, lors d'une fête enfantine d'anniversaire où un départ de feu le conduit à courir le premier en écartant tout le monde sur son passage pour quitter les lieux avant de prétendre avoir agi par bravoure. Au pompier qui lui demande ensuite « How do you live with yourself ?» il répond « It's not easy ». À l'égoïsme et à la couardise, George ajoute régulièrement la honte sociale. Par exemple, quand la mère d'une petite amie le voit manger un éclair entamé qu'il récupère dans une poubelle, ou qu'il tente très maladroitement de prouver à son supérieur afro-américain qu'il peut avoir des amis noirs. Irritable, paranoïaque, misanthrope, il est considéré comme un cas social et psychiatrique par une ancienne voisine qui ne comprend pas pourquoi il se réjouit du malheur des autres. « Tous mes amis le font ?» répond George. Par-delà une pseudo-mise en scène du politiquement incorrect, notion problématique mais très vivace dans les années 1990 aux États-Unis, Seinfeld tient à montrer de façon plus profonde et philosophique qu'elle est une sitcom impure, façonnée par des personnages impurs, bien éloignés de l'esprit puritain, et notamment de sa valorisation du travail. Seinfeld ne cesse à l'inverse de faire l'éloge de la loose en quelque sorte. Le personnage de Suzanne, la petite amie la plus sérieuse de George de la saison 4 à la saison 7, va faire les frais de ses défauts. Trop lâche pour rompre, George n'arrive pas à annuler leur mariage, mais son avarice lui fait choisir des enveloppes de faire-part bon marché qui se révéleront toxiques. En les collant, Suzanne s'empoisonne et meurt. Avant cela, au contact de George, elle avait été salie par le vomi de Kramer, sa cabane de famille avait été brûlée, elle avait découvert l'homosexualité de son père et avait perdu son emploi chez NBC. La mort de Suzanne surprend les personnages plus qu'elle ne les attriste. George est libéré de son mariage et croit même pouvoir sortir avec l'actrice Marisa Tomei. « J'ai les obsèques demain, mais mon week-end est libre », ose-t-il lui dire au téléphone, à la manière d'un meursault ridicule qui éprouverait sans le savoir la philosophie de l'absurde et ne jouerait pas le jeu de l'affection feinte. Cet homme fatal pour Suzanne est souvent décrit par ses ratages et ses insuffisances. Dans l'avant-dernière saison, Jerry le présente ainsi dans une longue énumération moqueuse. The bad employee, the bad son, the bad friend, the bad fiancé, the bad dinner guest, the bad credit risk. Et dans ce même épisode, George rêve de jouer justement au bad boy, mais Elaine le définit avant tout comme a bad seed, une mauvaise graine. Pourtant, la mauvaiseté de George est toujours fondée sur l'échec et la faiblesse plutôt que sur une vraie malice. Et si les outrages subis par les personnages secondaires comme Suzanne peuvent être drôles, ce n'est que parce que les personnages principaux sont les premiers à être ridiculisés et déconstruits comiquement, leur préséance fictionnelle en faisant des sujets comiques éminents. Dans la même saison 8, le survivant d'un naufrage se voit attribuer un appartement que convoitait George, qui va entrer en concurrence victimaire avec ce vieil homme auprès du comité de sélection des résidents pour obtenir ce logement, comme vous le voyez en bas à droite. Et le fait donc de survivre à un naufrage où 50 personnes ont péri n'est rien comparé au naufrage permanent de sa vie depuis l'enfance, que George va narrer à la manière des Astonishing Tales of Costanza. Matière pour une fiction légendaire de soi, son existence ratée, mise en récit par lui-même, avive une forme d'affection du public pour ce personnage très imparfait dont les défauts sont universels. Les 4 personnages principaux de la série sont tous, à des degrés divers, marqués par une attitude quasiment antisociale.
face à l'obligation de la réussite professionnelle qui règne aux États-Unis et particulièrement à New York. Le salariat est toujours présenté comme une servitude dans Seinfeld, une contrainte insupportable, bien plus qu'un levier d'émancipation. Aux antipodes de l'éthique protestante, qui a fait du travail une valeur propice à l'émergence du capitalisme, pour reprendre bien sûr Max Weber à grands traits. Kramer, joué par Michael Richards, ne travaille jamais pendant 9 ans, sauf 3 jours et il en tombe malade. Jerry pratique l'art du stand-up, qui le fait échapper à la vie de bureau. George fait souvent tout pour se faire renvoyer et Elaine, dans la saison 6, est même engagée par un millionnaire, Mr. Pitt, comme son assistante personnelle chargée de lui acheter des chaussettes, un stylo et plus loufoque encore, de retirer le sel de ses bretzels. Signe de l'absurdité douloureuse de toute vie professionnelle. De même, malgré les aspirations vagues de George, Jerry et Elaine à se marier et à fonder possiblement un foyer, Kramer s'est rappelé à ses amis la catastrophe potentielle du mariage et le cauchemar de la vie conjugale. Prison à perpétuité pour les 2 condamnés, comme George et Suzanne, qui finissent en haut à gauche par regarder Mad About You au lit. Horreur du travail, horreur du couple et des enfants, horreur de la famille. Les fondements de la vie sociale sont corrodés par l'humour de la série, qui prête souvent à ses personnages un langage de vérité scandaleux. Hélène, qu'interprète Julia Louis-Dreyfus, avoue ainsi sa haine du patient anglais, mélodrame romantique consensuel qui plaît à tout son entourage professionnel et à ses connaissances, ce qui la disqualifie à leurs yeux. Elle préfère les comédies saugrenues. Le premier personnage féminin de Seinfeld souffre de devoir garder son masque social et parfois, elle le retire violemment à la façon d'un philosophe cynique de l'Antiquité grecque, à la grande surprise de ses collègues, comme lorsqu'elle en a assez de ces perpétuels gâteaux apportés au bureau pour les occasions les plus insignifiantes et qu'elle lance dans un des derniers épisodes de la série. Nous sommes tous malheureux. Avons-nous besoin de combler le vide de nos vies avec de la farine, du sucre, des œufs et de la vanille? Faut-il qu'on soit obèse en plus? Un narcisse contrarié, dont l'image vertueuse et glorifiante se fracasse contre les petites bassesses du réel. C'est à une telle figure mythologique et psychanalytique que font régulièrement penser les 4 personnages principaux de la série, tout au long de ces 9 saisons. Ainsi, entremêlant l'idéal du moi et le moi idéal dans sa construction narcissique, George imagine dans le 2e épisode un avatar amélioré de lui-même, l'architecte Art Vandelay, pour lequel il se fait passer. Quand, par dénégation, il refuse de reconnaître sa lâcheté en décidant de rompre par téléphone, George trouve en Jerry un allié pour réaffirmer sa moralité, pourtant discutable. « You're too nice a guy. Yes, I'm nice. » Quant à Jerry, la puissance dangereuse, voire mortifère de son humour est très tôt mise en scène, dans un épisode où une blague sur les poneys à un anniversaire de mariage est présentée comme la cause possible du décès de la vieille dame qui fêtait ses noces d'or ce jour-là, froissée par les remarques de Jerry, qui tente de rattraper la situation sans y parvenir. « He may have killed her », résume alors Hélène en informant George de cette histoire qui trouble Jerry. Mais l'image parfaite que Jerry souhaite offrir au monde s'exprime dans une phrase répétée par sa mère, sa première admiratrice, comme un gag. « How could anyone not like you ?» qui vise autant l'univers fictif que les spectateurs et les spectatrices, incités à apprécier ce bon fils, qui offre une Cadillac à ses parents, même si bien sûr la situation dérape. Cet ami fidèle qui est prêt à tout pour aider George et résoudre ses problèmes avec ses futurs beaux-parents, dans un épisode où il vole le pain marbré donc d'une vieille dame en pleine rue un soir d'hiver, accessoire indispensable à la réhabilitation de George. Quand la honte et la culpabilité assaillent les personnages, ils se rassurent à travers des formules performatives qui visent à souligner leur bon caractère, leur âme vertueuse. « I'm not a terrible person », se justifie Hélène après avoir joué la sourde pour éviter de parler à un chauffeur. George se sent quant à lui coupable du renvoi d'un employé de restaurant, de la déchéance de son professeur de sport ou d'une manipulation mentale poussant insidieusement une petite amie à se faire opérer du nez. « I'm going straight to hell », lance-t-il alors, opposant son égoïsme absolu à la conscience de sa faute morale et démontrant que la possibilité d'un conflit éthique au sein des personnages pourrait les racheter aux yeux des spectatrices et spectateurs. On peut alors songer à la célèbre phrase de Rousseau dans son Émile, « Il est donc au fond des âmes un principe inné de justice et de vertu sur lequel, malgré nos propres maximes, nous jugeons nos actions et celles d'autrui comme bonnes ou mauvaises, et c'est à ce principe que je donne le nom de conscience. » Dans Seinfeld, si les mesquineries sont souvent punies, les bonnes intentions peuvent constituer les pavés d'un enfer comique. Dans la saison 3, Jerry veut faire le bien de Babou Bhatt, un restaurateur pakistanais qui peine à avoir des clients. Et tous ses efforts font empirer la situation, jusqu'à ce qu'il soit indirectement responsable de son expulsion du territoire. « You're a bad man, very bad man », répète Babou à Jerry qui est dépité, en faisant non avec le doigt dans un geste qui constituera un gag jusqu'à l'ultime épisode de la série. Le paternalisme innocent de Jerry constitue une sorte de faux pas postcolonial, pourrait-on dire, qui renforce le trouble éthique de la série et interroge les critères d'une bonne ou d'une mauvaise conduite.
Dès les premiers épisodes de Seinfeld se pose la question de la représentation des personnages secondaires ou occasionnels. Dans le deuxième épisode de la première saison apparaît ainsi une séduisante et spirituelle avocate, Vanessa, qui entre en concurrence pour l'attention spectatorielle et pour l'attention de Jerry avec Elaine, que nous venons aussi de découvrir. Mais les prises de parole énergiques et la personnalité d'Elaine nous laissent deviner qu'elle va s'imposer, en dessinant un personnage féminin affirmé et émancipé qui tient tête à tous les hommes qui l'entourent. Dans l'épisode 5 de la saison, Jerry propose à Vanessa un week-end dans le Vermont et le présente comme une time machine qui ferait gagner du temps à leur couple. On rencontre ici la question capitale de la temporalité dans l'esthétique sérielle. Les 4 personnages principaux ont des liens profonds qui préexistent au temps de la série, ce qui leur donne un poids narratif plus fort que la majorité des personnages occasionnels, collègues ou conquêtes. D'ailleurs, le week-end avec Vanessa dans le Vermont tourne court, le couple n'a rien à se dire et s'ennuie dans le salon de l'hôtel et la jeune femme quittera le show. Comme le rappelle d'ailleurs Jean-Pierre Eskenazi, je cite, « La série télévisée a par sa durée d'excellents atouts pour favoriser l'immersion spectatorielle ». Fin de citation. Et pouvons-nous ajouter l'identification aux personnages récurrents ou principaux en faveur desquels le temps semble toujours jouer selon une loi en apparence immuable. La légèreté avec laquelle les personnages secondaires peuvent être mis en scène dans Seinfeld prend des formes variées. Ils sont parfois réduits à leurs traits essentiels ou à leurs fonctions comme Karen le risotto ou Jody la masseuse, Jerry forçant quasiment cette dernière à lui faire un massage, ce que le personnage refuse, I don't submit to forcible massage, dans une réplique métaphore humoristique de ce que les personnages principaux veulent faire aux secondaires. On peut aussi penser à Donald, the Bubble Boy, ce préadolescent tyran, isolé dans sa bulle de plastique, fan de Jerry et qui finit par se battre avec George et à l'étrangler, mais dont on ne verra jamais le visage. Ou encore à Sidra, dont les seins, vrais ou faux, sont l'objet d'hypothèses de la part d'Hélène et de Jerry et qui reproche à Jerry et à ses amis d'être tous dérangés. You're all mentally ill. Épisode après épisode, les quiproquos et les malentendus aiguisent les armes et les arguments du procès final de la saison 9, qui permettra aux personnages secondaires d'obtenir une réparation symbolique. En attendant, l'épisode du bonbon à la menthe, dans la saison 4, dans lequel Kramer et Jerry causent une infection post-opératoire à un ami d'Hélène, car ils ont assisté à son opération et fait tomber accidentellement un bonbon à la menthe dans son abdomen ouvert, suffit à démontrer la puissance presque toxique des héros vis-à-vis des personnages occasionnels. Cependant, les personnages éphémères du show, souvent joués par d'excellents acteurs comiques, sont régulièrement mis en vedette dans des épisodes qui leur font une place de choix et les valorisent en guest stars plutôt qu'en supporting actors, tout en les incluant avec fluidité et cohérence dans l'univers de la sitcom qui les consacre en sujet de comédie, même si leur présence à l'écran est brève. Le dentiste Tim Whatley, qui apparaît dans les dernières saisons, joué par Bryan Cranston, le héros de Malcolm et Breaking Bad, en est un exemple, tout comme le personnage de Cynthia, joué par l'extraordinaire Maggie Wheeler, que vous voyez en haut, la fameuse Janice de Friends, dans un des épisodes les mieux écrits de la série, où Jerry et Elaine jouent les entremetteurs avec George et Cynthia. Ce personnage imprime alors une marque indélébile dans la sitcom en élargissant brièvement le cercle des personnages et la géométrie narrative et en ouvrant le show à des possibles narratifs stimulants. Comme l'ont montré Claire Cornillon et Sarah Chuel, je cite, « Les séries semi-feuilletonnantes diégétisent leurs propres négociations narratives et même si elles développent des arcs feuilletonnants forts, continuent à affirmer l'importance de l'épisodique comme métaphore de l'être humain dans sa singularité même. Il s'agit véritablement d'ouvrir un espace à l'autre pour l'accueillir dans sa spécificité, son individualité et son histoire. » Fin de citation. Dans Seinfeld, le fait que les personnages reviennent dans le show, souvent par surprise, renforce leur pouvoir narratif et leur autorité symbolique. On comprend qu'ils ont la capacité imprévisible de devenir récurrents, alors qu'on les croyait partis pour toujours. Même morte, Suzanne, la fiancée de George, est encore là, imposante dans le portrait peint qui orne la fondation que ses parents lui ont consacrée, et elle continue à entraver la liberté de George. La présence de ces personnages secondaires, qui peut être réactivée de façon inopinée, fait de ces guest stars de véritables petits mythes, des micro-légendes sérielles, si l'on peut dire. On pourrait finalement être tenté de considérer les épisodes de Seinfeld comme des exercices de morale pratique, lançant un défi permanent aux spectateurs et spectatrices à travers les questions implicites que le visionnage occasionne. Comment me guider et me gouverner moi-même? Quelles sont les bonnes et les mauvaises conduites, les bons et les mauvais choix, mais aussi sur un plan politique? Comment interagir? Comment participer? Comment faire société et prendre en compte d'autres sensibilités que les miennes? Comme l'explique Thibaut de Saint-Maurice dans Philosophie en série, je cite, « Les scénaristes prennent apparemment un malin plaisir à poser la question de ce qu'il faut faire à travers la mise en balance d'un intérêt particulier et d'un intérêt général ou à travers la balance d'un but noble et de moyens ignobles. » Fin de citation. Les réponses proposées par la série ne sont jamais péremptoires, mais comiques. Et les enjeux éthiques sont toujours affaire de protocole, de procédure, de contexte
et d'actes concrets dans Seinfeld plutôt que d'injonctions catégoriques. Ainsi, quand un différend oppose Kramer et Ellen au sujet d'un vélo, l'organisation d'une parodie du jugement de Salomon par le voisin Newman propose avec humour une mise en récit éthique qui questionne le comportement des personnages. À la fin de la saison 5, George, qui dresse un constat d'échec et pense avoir raté sa vie, décide soudain de faire exactement le contraire de tout ce qu'il faisait jusqu'à présent dans tous les domaines de sa vie. Et ce changement radical dans le gouvernement de soi lui réussit de manière surprenante. Dans le célèbre épisode du restaurant chinois, où Jerry, George et Ellen n'arrivent pas à avoir accès à une table avant leur séance de cinéma, George s'emporte alors contre l'égoïsme et l'absence d'égard des gens, s'exclamant « We're living in a society we're supposed to act in a civilized way ». Dans un épisode où George ne comprend pas pourquoi il faut apporter quelque chose à son hôte lorsqu'on est invité chez quelqu'un, Jerry lui répond avec un air faussement sérieux « The fabric of society is very complex, George ». C'est justement à cette fabrique polysémique, ce tissu, ce réseau anthropologique structuré et le mouvement qui le constitue à la fois, que la série s'intéresse, observant et éprouvant de la matière humaine et sociale avec ironie. Dans le même épisode, de manière volontairement simpliste et idiote, comme le remarque Elaine, Jerry métaphorise l'harmonie raciale aux États-Unis avec un cookie noir et blanc. Mais il ne le digère pas et finit par dire que David Duke et Farrah Khan se battent dans son ventre. De même, dans un épisode qui résonne fortement avec l'actualité, Ellen rompt immédiatement avec son boyfriend du moment quand elle apprend qu'il a hâte de voir la Cour suprême basculer du côté anti-avortement dans quelques années. Mais pour les créateurs de la série, l'humour est l'élément cardinal qui informe les considérations morales, au point qu'au début de la dernière saison, la série s'amuse avec l'idée de voir Jerry ne plus être drôle. Il devient alors extrêmement sensible. Pleure pour un oui, pour un non, dit à ses amis qu'il les aime, à tout bout de champ, demande Ellen en mariage. La première expérience des larmes est une surprise pour lui. « What is this salty discharge? » « That's horrible, I care. » Donc la sensibilité relève ici d'un esprit de sérieux trop adulte, incompatible avec la comédie, qui semble mettre à l'épreuve l'éthique du care et le modèle des fictions empathiques et généreuses en s'en jouant de façon quasi enfantine. D'ailleurs, dans Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient, Freud ne définit-il pas l'humour comme, je cite, la récupération du rire enfantin perdu? En mettant en scène un comédien s'appelant Jerry Seinfeld, vivant et exerçant à New York, la sitcom est consubstantiellement métasérielle. Mais de façon vertigineuse, elle choisit d'approfondir l'esthétique de l'autoréflexivité au carré, voire au cube. L'épisode du pilote, dans la saison 4, est le moment méta par excellence de la série et propose une réflexion esthétique et éthique sur la place des personnages. En effet, NBC y propose à Jerry, aidé par George, de créer une série où il mettrait justement en scène la vie de Jerry et de ses amis. Dans le pilote de cette série, un personnage secondaire est condamné par un juge à être le butler de Jerry, son majordome et homme à tout faire. Jerry trouvait cette idée de George stupide, mais les dirigeants de NBC l'ont adorée. La blague est limpide, et l'on pourrait presque appliquer une lecture marxisante à cette idée qui met en scène une lutte des classes et des personnages. On y lit de façon humoristique les rapports de domination entre les personnages et l'exploitation du lumpen prolétariat de la sitcom que les épisodes montrant Kramer tentant sa chance à Los Angeles avaient déjà figuré de façon grinçante et désabusée, dans une représentation burlesque de l'usine à rêve hollywoodienne et de ses perdants. Les personnages secondaires ne seraient donc que des faire-valoir, des fonctions comiques, un petit personnel de fiction aux ordres des personnages principaux pour lesquels ils feraient le sale boulot? Ce n'est pas si simple, car lors de la diffusion du pilote, on voit les personnages secondaires qui le visionnent chez eux et le critiquent en direct, reprenant une souveraineté qui leur paraissait déniée par ailleurs. Il s'agit aussi de projeter dans le show une image des spectatrices et spectateurs qui jugent facilement les personnages, peut-être pour nous inciter à la tempérance et à la bienveillance par rapport à leurs écarts moraux. De plus, le personnage de Joe Devola, en bas à droite, le double maléfique de Jerry, est présent dans le public pendant le tournage du pilote et il saute des gradins en criant « Sic semper tyrannis » à Jerry, dénonçant les tyrans et reprenant la formule latine employée par l'assassin de Lincoln au théâtre Ford. L'équivalence symbolique élaborée dans l'esprit dérangé de Joe Devola fait de Jerry un despote capitalistique exploitant les petits. Il y a d'ailleurs dans ce personnage de Joe Devola une sorte de retour du refoulé de la série comme une pulsion agressive et insurrectionnelle du peuple contre les élites, voire une pulsion meurtrière, l'envie de supprimer Jerry, de l'annuler, de le canceller comme on dit au Québec. Et quelques minutes après la diffusion du pilote, justement, la nouvelle directrice des programmes de NBC décide de supprimer la série. L'épisode final synthétise et parachève les enjeux réflexifs de Seinfeld. Et on connaît, pour reprendre les mots de Vladimir Lipschutz, toute la, je cite, puissance émotionnelle, formelle esthétique réflexive, fin de citation, qui se dégage des finales de série. NBC propose de relancer la sitcom Jerry,
Les 4 amis partent en voyage, leur avion manque de se crasher et il est contraint d'atterrir dans une petite ville du Massachusetts. Ils y assistent au vol dont est victime un jeune homme obèse et n'interviennent pas. Pire, Kramer le filme et les 4 amis se moquent du malheureux. Ils viennent d'échapper à un crash aérien potentiel et dans un élan de causticité frénétique, semblent se libérer des tensions nerveuses accumulées dans une moquerie sans limite. Quoi qu'il en soit, ils sont alors arrêtés pour ne pas avoir porté assistance à la victime. Un procès est rapidement organisé et l'accusation les présente comme des monstres sociaux. Les personnages secondaires des saisons antérieures viennent alors témoigner contre eux. Toutes leurs faiblesses et toute leur mesquinerie sont exposés devant la cour et ils sont condamnés pour criminal indifference à 1 an de prison ferme. Un travelling arrière nous les montre littéralement en cage, la société n'acceptant pas leur manque apparent d'éthique. Les personnages secondaires ou épisodiques que l'on a découverts au fil des 9 saisons et qui ont élaboré une vaste constellation fictive se constituent ici alors en un collectif de façon concrète et mènent une action juridique qui prend des airs de revanche finale. Pourtant, Jerry continue malgré tout à faire du stand-up devant les prisonniers, dont ses amis George et Kramer, dépassant par l'humour la réclusion et la condamnation et ouvrant de nouvelles possibilités comiques au moment même où la sitcom s'achève. En dernière analyse, la série peut être considérée dans la perspective d'une éthique de la vie ordinaire comme un éloge de l'amitié. C'est ce qui constitue sans doute son cœur et son essence. Par-delà le couple, la famille, la parentalité, ce qui compte le plus est l'amitié choisie, une amitié de nature presque enfantine chez des personnages qui refusent de passer à l'âge adulte. Une amitié fondée sur le lien cardinal de la conversation ordinaire. Une citation de Yates s'accompagne à un cadeau de Kramer à Hélène, donc cette citation glorifie la pureté du sentiment amical. On voit en quoi Seinfeld précède et annonce Friends, son avatar rajeuni et plus conformiste et dénué de cette tonalité absurde et quasi beckettienne qui définit Seinfeld. De nombreux épisodes montrent que les 4 personnages de la série sont prêts à aller très loin par amitié. Le care, c'est ici l'assistance et l'entraide amicale qui façonnent la narration. Dans une perspective idéologique et éthique, l'amitié peut être vue dans Seinfeld quasiment comme une utopie. Cette politique de l'amitié est contrecarrée par les impératifs sociaux, travail, famille, conjugalité, parentalité, et fait de l'amitié vécue absolument comme sentiment et manière de vivre un élément subversif du monde moderne. Autre élément capital sur la forme et sur le fond, l'apparente pauvreté esthétique de la sitcom, les décors limités, le filmage contraint, survalorise la représentation du langage et de ses aventures, Seinfeld pouvant ainsi être vu comme une série d'actions linguistiques. On trouve ici, mise en récit, la tradition de l'humour juif new-yorkais et du stand-up, l'herméneutique, l'exégèse, l'interprétation infinie des textes qu'on trouve dans la tradition hébraïque sont mises au service de la comédie quand Jerry tente de comprendre le sens d'un doigt d'honneur, ou qu'Hélène n'accepte pas le manque de civilité d'un voisin auparavant cordial, ou bien que George s'amuse avec le nomastique, les sonorités, les choix lexicaux. Une querelle entre George et Jerry autour du bon emploi d'un préfixe peut durer tout un épisode. Et Elaine est capable de rompre avec un de ses petits amis à cause d'un point d'exclamation manquant dans un message qu'il avait pris pour elle. Jerry notant qu'il n'avait jamais entendu parler d'une relation amoureuse affectée par la ponctuation. Tout est sémiologique dans Seinfeld, un monde de signes à déchiffrer, une infinité d'erreurs possibles et potentiellement drôles. Pour conclure, on voit mieux comment Seinfeld peut prendre la forme d'un exercice de philosophie morale en sitcom. Cette étude de cas, à la lettre et dans tous les sens, autorise une éducation originale du public qui trouble parfois nos modèles éthiques et requiert de la nuance dans nos jugements. Comme le rappelle Sandra Laugier dans Nos vies en série, je cite, « L'intérêt des séries télévisées et leurs forces sont prioritairement dans leur capacité de formation morale et d'appropriation de la réalité. » Fin de citation. Parmi les régimes narratifs et esthétiques du show, les procédés métasériels permettent de développer un discours réflexif, où la conscience de soi et la prise en considération de l'autre sont interrogées avec drôlerie. Seinfeld devient juge de Jerry, comme Rousseau, juge de Jean-Jacques, mais sur un mode comique. Par ailleurs, dans un jeu dialectique sans fin, on l'a vu, même les personnages secondaires ou occasionnels de la série peuvent prendre toute la lumière et la vedette, le temps d'un épisode, et revenir par surprise. Selon François Mauriac, les personnages romanesques nous aident à nous mieux connaître et à prendre conscience de nous-mêmes dans une perspective semblable. Laure Murat, évoquant l'auteur d'À la recherche du temps perdu dans son très récent ouvrage, déclare que Proust est un laser qui lit tout. Sondant les faiblesses ordinaires avec son laser hilarant, Seinfeld nous autorise de même à nous reconnaître et peut-être à nous transformer, car si les personnages de la sitcom ne semblent pas apprendre de leurs erreurs, la puissance émotionnelle et les vertus de l'apprentissage personnel qui en résultent sont entièrement déplacées vers les spectatrices et les spectateurs que la sitcom réussit à toucher semaine après semaine, année après année, en profondeur et comme subrepticement. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. N'hésitez pas hein, si vous avez une question. Oui. Merci beaucoup. Merci, c'était passionnant. Je me demandais s'il y avait un côté un peu sartrien dans Seinfeld. Un peu. Un peu sartrien. Sartrien. C'est-à-dire qu'en dehors de l'amitié des quatre, on a l'impression que tout est, les autres sont de manière générale vraiment inférieurs. Oui, oui, l'enfer c'est les autres. Et moi je pense à Beckett, Cioran, Yasmina Reza. Je trouve qu'il y a un regard porté sur l'humain, sur l'être humain, qui est de cette nature-là. Mais on peut également penser, comme vous le dites, à Sartre. J'ai évoqué aussi la question de l'absurde et de l'absurdité. Donc là, je pensais plus à Camus. Hein. L'idée de cette attitude de George qui rappelle celle de Meursault, hein, qui sort au bain de mer et qui sort avec une fille le lendemain de l'enterrement de sa mère et qui sera condamné pour cette raison-là et pas, voilà, pas pour autre chose. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, une question comparative, je pensais beaucoup à la série Girls. Girl. Ah. Girls, en fait, la créatrice Selena Gomez expliquait qu'il fallait prendre ces personnages against the grain. Elle disait qu'il fallait les prendre un petit peu à repose-toi, il fallait accepter même de ne pas les aimer. Mais moi, ce qui m'avait frappé dans cette série, c'est que j'avais l'impression que les filles entre elles ne s'aimaient pas. Quoi. Et du coup, il y avait une sorte de désunion qui me rendait la série difficile une adhésion difficile. Et là, c'est vrai que sur le dernier point, ce qui suit quand même la série, ce qui la rapproche de Friends, c'est cette forte amitié qui est entre eux. Évidemment, on n'arrive pas à les détester, même toutes les ennemis, même ils sont capables, Et ils s'aiment entre eux. Mais dans la construction du scénario, 95% des catastrophes trouvent leur origine dans la volonté d'un des amis d'aider l'autre. Voilà. Et c'est, on va dire sur un plan un peu géométrique, dans la construction du carré, donc les trois garçons, la fille, c'est construit scénaristiquement comme ça. C'est-à-dire quand on analyse la construction scénaristique, c'est systématiquement la volonté la volonté de venir en aide à un de ses amis qui crée une catastrophe en chaîne, qui va de pire en pire et de plus drôle en plus drôle. Voilà, oui. Et du coup, c'est ça la nuance entre contre. Oui, voilà, c'est l'ambivalence et l'ambiguïté du mouvement moral ou éthique qui va nous faire condamner ces personnages et les voir comme parfois véritablement des monstres, entre guillemets, hein, puisqu'on n'a rien à voir avec les horreurs qu'on a pu voir précédemment, mais quand même, hein, une attitude, ouais, ils ont ils ont beaucoup de défauts, mais au fil des épisodes, des saisons et des années, un attachement pour ces personnages extrêmement imparfaits va naître en nous, mais la motivation amicale, la volonté d'aider son ami étant, je pense vraiment, oui, le nœud, un des nœuds narratifs les plus déterminants qui justifie l'affection qu'on peut avoir même pour des personnages qui peuvent parfois être immoraux. Justement, Marc, la larme, la blague de la larme de cette bête, c'était écho à ce que j'ai montré tout à l'heure dans les docteurs. Oui. J'avais une question sur ce que vous avez dit au début de votre présentation sur la réception de la série, maintenant qu'elle a été mise sur Netflix et l'indication que ça peut provoquer d'avoir des personnages aussi humoraux parce que des anti-héros. En fait, je me demandais si on ne pouvait pas distinguer une certaine tolérance plus élevée face aux anti-héros qui sont des gens dans la série à partir du moment où la série est dramatique. C'est-à-dire que les Walter White, Don Draper, qui sont des anti-héros, des personnages vraiment problématiques à plein de niveaux, mais on va les suivre parce que la série est dramatique. Et à partir du moment où la série devient comique, ça coince un peu plus. Oui, et là, ça pose vraiment la question de la comédie, hein, du genre comique. Dans
dans l'océan des fictions sérielles, la part des séries comiques est quand même assez importante, même si finalement, je suis malheureusement pas assez expert, mais j'ai l'impression que c'est quand même un genre qui est moins étudié dans l'analyse sérielle alors que ça représente quand même une grande part entre les sitcoms et les séries comiques, que les séries dramatiques ou les séries de genre, hein, le policier, voilà. Parce que c'est un sujet, finalement, le comique, qui est difficile, hein, qui joue avec une culture des spectatrices et des spectateurs, avec une capacité à faire des liens, à apprécier des références. Et je pense que pour Seinfeld, ça passe. Même s'il y a quand même eu au moment du rachat par Netflix, quand même évidemment, c'est une série des années 90, donc qui nécessite une mise en contexte, mais malgré ce qu'on disait, je pense, la sauve, ce qui n'est pas le cas de toutes les séries, et vous avez certainement entendu les polémiques autour de la grossophobie dans Friends, hein, qui ont quand même été assez importantes. Il y a quelques remarques, vous avez vu, hein, mais il y en a très très peu, hein, sur toutes les saisons, concernant des personnages obèses dans Seinfeld, mais je trouve que c'est un humour, entre guillemets, plus intelligent et qui offense de manière plus intelligente. Voilà, les minorités qui sont visées. Et tout est là-dedans, hein. C'est la question de l'humour, hein, là. Oui, que je connais mal, mais que oui. Donc Larry et son nombril, donc Curb Your Enthusiasm, oui, qui est, ce serait, oui, une extension de Seinfeld, c'est-à-dire que quand les comédiens vont à Los Angeles, voilà, Larry David, il a fait fortune et il a déménagé, il est passé de New York à Los Angeles. Et oui, c'est un point que j'ai pas creusé, voilà. Mais Larry David, vous avez vu George Costanza, c'est Larry David, voilà. Et il a mis toute sa personnalité dans ce personnage de George Costanza. Et c'est pour ça que George est à la fois drôle et touchant également. Ouais. Mais peut être horrible, hein, voilà, il peut faire des choses horribles. Oui. Oui, mais c'est vrai que ce serait une piste à creuser, en effet. Ils retournent, là, il y a là, The Reunion, oui, ils refont, il les fait revenir. Le fait de voir sur l'écran de télé sa propre histoire, comme on refait dans sa nouvelle, une sorte de... Oui, il y a la mise en abîme qui ne s'arrête plus, en effet. Moi, j'ai une question dans le prolongement, justement, sur la question de la moralité, mais au sens parce que la moralité qui arrive, parce qu'en fait, les épisodes ont aussi une construction qui est très singulière, hein, parce que formulaire, dans le sens où on voit d'abord un extrait de stand-up. Voilà, un extrait de stand-up qui va illustrer toute partie de l'épisode en question. Et finalement, à l'échelle de la série aussi, il faut la moralité finale des emprisonnés. Et donc, il y a un écho aussi parce que le formel. Mais la structure a évolué puisque cet encadrement des petits extraits de stand-up début, milieu, fin au début a été ensuite progressivement évacué, comme si le public adulte, entre guillemets, connaissant maintenant bien la sitcom, n'avait plus besoin des moralités à la manière de La Fontaine, qui enlève certaines moralités de ses fables quand la lecture semble plus simple et explicite du texte. Oui. Oui, c'était par rapport aux personnages secondaires, parce que certes, donc, nos 4 héros sont capables de choses atroces, mais j'ai quand même l'impression que la plupart des personnages secondaires sont franchement pas mieux, justement. Et je veux savoir, il y a quand même, j'imagine, dans le fond de plupart des il y a des personnes qui sont complètement innocents et qui, effectivement, les gens, je ne pourrais pas beaucoup en tête, mais simplement, en fait, effectivement, le restaurateur Paxel, c'est un peu horrible. Mais après, j'ai l'impression que c'est plus tellement, alors soit ennuyeux, ou alors... oui, c'est comme Suzanne qui finissait par être trop ennuyeuse, hein, et qui a été supprimée en collant ses enveloppes de mariage, quoi, qui a été, et ça, apparemment, c'est une idée de Julia Louis-Dreyfus, hein,
Parce qu'ils n'arrivaient pas, en fait, dans le niveau de jeu, on a quand même des acteurs absolument exceptionnels. Donc, Julia Louis-Dreyfus, Jason Alexander. Ensuite, Michael Richards qui fait le clown, hein, voilà, Kramer. Jerry Seinfeld qui est un niveau en dessous, mais qui quand même, malgré ce qu'on a dit de son niveau de jeu, arrive au fur et à mesure des saisons à monter en niveau de jeu. Et Jason Alexander n'arrivait pas à jouer avec Suzanne. C'est-à-dire qu'elle avait un rythme comique qui était décalé par rapport au sien et ils ne s'entendaient pas professionnellement. Et Julia Louis-Dreyfus, mais pourquoi tu la tues pas? Et donc, c'est devenu de manière extrêmement abrupte. Cet épisode du mariage, il n'arrive pas à sortir de son mariage. Comment on va faire? Comment on va faire? Ben, elle va envoyer des enveloppes empoisonnées et en les collant, elle meurt. Voilà. Donc, mais non, il y a quand même tous les personnages, mais on se souvient des personnages c'est ceux-là qui vous marquent en fait. Mais en réalité, sur les dizaines et dizaines de personnages, il y en a qui sont pas horribles à ce point. Mais les parents de George, on comprend pourquoi il est comme ça. Il a les pires parents qui soient. Hein, voilà. Et ceux de Jerry sont, bon, ils sont gentils. Oui, ils sont gentils. Non. George, c'est quand même de loin les plus problématiques. Et alors Newman en tant que personnage secondaire qui est hyper Oui, récurrent. oui, Newman, le particulier, voisin que déteste Jerry et qui est là pour apporter. C'est vraiment les embûches. Hein, c'est le personnage qui vient mettre les bâtons dans les roues, hein, qui est là pour à chaque fois qu'il peut dénoncer. Par exemple, quand Jerry embrasse sa petite amie pendant la liste de Schindler, c'est Newman qui assiste à la représentation et qui va le dénoncer. Ouais. Il a cette valeur-là dans le show. Ouais. Grand acteur également. Hein. Très bien, parfait. On va. Bon. Je voudrais m'en présenter. Les deux prochaines communicants. Allez, nous allons avoir la joie d'écouter Claire Cornillon et Sarah Chuel qui présentent les collègues de l'Université et de Nîmes. Claire, d'abord, qui est maîtresse de conférences de littérature comparée à l'Université de Nîmes. Ses recherches portent sur les formes sérielles audiovisuelles dans une perspective esthétique et politique. Son ouvrage Sérialité, transmédialité, infinie fiction des fictions contemporaines paru chez Honoré Champion en 2018. Elle co-dirige une collection, je crois qu'on a déjà évoqué ce matin, la collection Sériale aux presses universitaires François de Litour, et également le ministère de l'Humanité et de l'Industrie créative à l'Université de Nîmes. Sarah Chuel, professeur en études cinématographiques et audiovisuelles, vice-président de l'association de l'Université Paul Bataille. Elle est l'auteur de livres sur Shakespeare à l'écran et sur les fictions télévisées américaines. Elle co-dirige avec Hervé Dumoulin la collection Shakespeare Screen et co-dirige avec Hervé Dumoulin la revue TV Series, et elle va nous parler de la série comme espace d'accueil, personnage principal secondaire, récurrent, non récurrent. Merci beaucoup, Julien. Et pour l'instant, Claire et moi, on est ravis de ce colloque et surtout des liens qui se créent entre les communications. Et là, aujourd'hui, cet après-midi, on va retrouver Jeffrey Dean Morgan de ce matin. Pas la batte de baseball, justement, Jeffrey Dean dans un tout autre rôle. Dans notre article commun sur l'éthique des séries semi-feuilletonnantes, Claire Cornillon et moi-même avons montré que les séries semi-feuilletonnantes formulaires, comme ER, Urgence, permettent de construire un espace d'accueil spécifique pour que les personnages, comme les patients et les patientes, d'abord simples inconnus agissant en miroir des spectateurs et spectatrices, trouvent une place de choix au sein de la diégèse et deviennent des guest stars à tous les sens du terme. Il s'agit en termes éthiques, j'aime bien cette image parce qu'on a l'impression que le patient ou la patiente, c'est nous. Il s'agit en termes éthiques de construire un récit qui donne une dignité fondamentale aux personnages, non plus secondaires, mais non récurrents. Ces séries, dans le fait même d'opérer un équilibre entre l'intrigue feuilletonnante et les intrigues formulaires, tiennent un propos sur le rapport à l'autre et sur l'empathie. L'épisode devient alors un site d'articulation entre ce que l'on connaît et ce que l'on ne connaît pas, nous forçant à accepter d'être constamment en mouvement vers l'autre.
L'éthique du care repose sur la répétition d'une formule qui transforme la série en espace d'accueil. La série devient riche des espaces qu'elle ouvre, non pas en les pensant comme des écarts ou des digressions qui nous éloigneraient d'une ligne d'efficacité, mais bien comme des apports essentiels. Notre idée, à Claire et moi, n'est pas d'associer un positionnement éthique à une forme spécifique, mais bien d'analyser une gamme d'outils sériels qui sont mobilisés d'une façon ou d'une autre par chaque série. La présente communication va nous permettre de prolonger notre réflexion de deux manières. Dans un premier temps, l'analyse de Grey's Anatomy montrera que la forme semi-feuilletonnante formulaire peut engendrer un espace moins éthique qu'attendu, même peut-être un espace très violent. Et dans un second temps, l'analyse de The Last of Us révélera que la forme semi-feuilletonnante épisodique peut ouvrir un espace d'accueil à la fois original et touchant qui décentre le regard. Grey's Anatomy, série créée par Shonda Rhimes et diffusée sur ABC depuis 2005, 19 ans déjà, met en scène la vie professionnelle et personnelle des chirurgiens et chirurgiennes d'un hôpital de Seattle. Dans ce cadre, le personnage de Denny Duquette ne devait apparaître comme patient cardiaque qu'à l'occasion de 2 épisodes de la 2e saison. Il finit par figurer dans 23 épisodes, répartis dans les saisons 2, 3 et 5. Ce personnage, pensé à l'origine comme secondaire et non récurrent, connaît une trajectoire exceptionnelle. Denny sort de l'arc qui lui était assigné. Homme malade et vulnérable, très amoureux de l'interne Izzy Stevens, Denny réussit non seulement à gagner le cœur de sa belle et du public, mais à gagner un statut de personnage récurrent dans la série, au même titre que les médecins. Cet amour est en fin de compte mortifère. Il conduit Izzy à commettre un acte illégal et immoral pour obtenir un nouveau cœur pour Denny. En vain, puisque ce dernier ne survit pas. Cependant, Denny Duquette perdure. Il a marqué durablement Grey's Anatomy d'une empreinte narrative, visuelle et musicale et a incarné l'éthique spécifique de cette série qui va s'agir ici de caractériser. Selon Laurent Julier et Barbara Laborde, auteurs de l'ouvrage Grey's Anatomy du cœur au care, au PUF en 2012, la série, je cite, vise à nous mettre sur la voie de la vie bonne en nous encourageant à nous soucier d'autrui. Grey's Anatomy se présenterait comme un remède utilisant des procédés visuels, musicaux, scénaristiques pour nous convaincre du bien fondé éthique de ses partis pris. Fin de citation. La série nous proposerait ainsi de, je cite encore, tirer des épisodes qui la composent un modèle de conduite applicable dans la vie de tous les jours, invitant à prendre pour nous ce qui arrive aux personnages et notamment leur façon de se conduire face aux soucis du quotidien. Fin de citation. On peut être en accord avec cette proposition, mais jusqu'à un certain point seulement. Les personnages principaux, tous chirurgiens, prennent en effet soin des patientes qui se présentent à eux au fil des jours, des mois, des années. Une éthique s'y forge en tant qu'attention à ce qui compte, à la vie supposément ordinaire. En tant que série semi-feuilletonnante formulaire, Grey's Anatomy a construit des arcs sériels forts, tout en maintenant l'importance de l'épisode comme métaphore de l'être humain dans son individualité même. Grey's Anatomy a poussé ce principe très loin dès sa 2e saison, de 27 épisodes diffusés de septembre 2005 à mai 2006. Cette 2e saison peut être en fait considérée comme la véritable saison inaugurale qui met en place le fonctionnement de la série, puisque la saison 1, diffusée entre mars et mai 2005, ne dure que 9 épisodes. En saison 2, Denny Duquette est un personnage secondaire, d'abord conçu pour être un patient toujours alité, destiné à mourir au bout de quelques épisodes. A dying young man, dans les mots de la showrunner Shonda Rhimes. Mais les qualités d'acteur de Jeffrey Dean Morgan et l'alchimie du duo à la fois comique, romantique et tragique qu'il forme avec Catherine Hagel le propulsent au premier plan du récit. Il devient un personnage principal, récurrent sur plusieurs saisons, qui hante la série et son public, même après son arrêt cardiaque. Denny meurt en effet en saison 2, mais revient ensuite sous forme de spectre. Il rend visite à Meredith en saison 3, quand Meredith est en coma hypothermique, puis apparaît à Izzy quand celle-ci souffre d'une tumeur au cerveau.
Et ça, c'est en saison 5. C'est aussi le seul personnage non chirurgien à avoir prêté sa voix à la narration d'un épisode. C'est l'épisode 4 de la saison 3. Sa trajectoire narrative est emblématique des tensions que la série met en place sur le plan éthique. Dans un premier temps, le patient Danny est traité avec tant de sollicitude et d'amour par Izzy que sa mort s'en trouve différée. Mais Izzy est aussi celle qui va accélérer le décès en voulant l'éviter. Elle provoque en effet la dégradation de l'état cardiaque de Danny pour qu'il remonte dans les priorités des transplantations. Et Danny meurt de complications post-opératoires. Izzy a ainsi trop pris soin de Danny. L'éthique du care se mue en leçon de morale où le vol d'un organe se retrouve puni. De nombreuses années se sont écoulées depuis le décès de Danny en 2006. Or, l'acteur Jeffrey Dean Morgan déclarait en 2012 que peu importe les rôles qu'il peut ou pourra jouer, il sera toujours Danny. En 2020, le site Allociné classe les 10 morts les plus tristes de la série Grey's Anatomy. Celle de Danny apparaît en première position, bien avant celle du héros chirurgien Derek Shepherd lui-même. En 2021, le site Screen Rant liste les épisodes à regarder si Danny Duquette nous manque trop. Tandis que Entertainment Weekly publie en 2021 un article intitulé « I'm still not over Danny's death in Grey's Anatomy ». C'est mon cas, là, je le dis. Ce personnage persiste dans l'imaginaire du public avec tant de force parce qu'il incarne précisément, selon moi, la matrice de la série. Et cette matrice témoigne tout autant d'une éthique du care que d'une dynamique mêlant violence et mémoire, subie à la fois par les personnages principaux et le public, particulièrement à chaque fin de saison de Grey's. Dans un article de 2011, Guillaume Soulez étudie la sérialité comme un processus fondé à la fois sur un principe de reconnaissance et un principe d'exploration de la répétition. La sérialité est pensée en termes de programmes génétiques, les conditions de création, de programmes génériques, les formes narratives et esthétiques, mais surtout de programmes génésiques. Il s'agit de considérer le projet origine, la genèse, la problématique spécifique qui ne cesse d'être revisitée et qui se prolonge même lorsque la série s'achève. La matrice d'une série télé serait alors fondée précisément sur un questionnement récurrent, explicite, de ce qui se répète. Elle serait réexaminée plusieurs fois sous des angles différents et donc fondée sur une double répétition, une répétition qui se pense elle-même. Ce qui rejoint en grande partie la vision de Jean-Pierre Eskenazi, qui défend la série comme machine à produire des récits. Danny apparaît à la base des programmes génétiques, génériques et génésiques de Grey's Anatomy. C'est un personnage qui s'est écrit au fil de l'eau, donc programme génétique. Un personnage qui s'est écrit au fil de l'eau, à l'image d'une série au long cours dont on ne connaît pas la date de fin, et en tenant compte à la fois de ce qui se déroule sur le plateau et à ce qui se produit chez le public. Un personnage qui a plu, c'est un personnage en alchimie avec une autre actrice, donc il persiste. Comme l'explicite Jeffrey Dean Morgan, no one knew how much the story would take on a life of its own. I don't think even Shonda knew how the fans would be drawn to the romance. It was pretty incredible. I definitely give it to the writers that they created a guy who could charm a room without moving. C'est un personnage qui a fait passer Grey's Anatomy d'une série purement médicale à une série qui fraye avec le surnaturel et le spectral et fait une place à la transcendance. Donc là, ça influe sur le programme générique. Enfin, Danny Duquette constitue le Big Bang de la série. Il inaugure tous les chocs émotionnels à la fois très violents, impensable et cathartique que Grey's Anatomy fait subir régulièrement à ses personnages principaux et à son public. La spécificité de Danny est qu'il n'était pas a priori un personnage principal. Il est entré dans le cœur du public, comme dans celui d'Izzy, par effraction, à force d'insister. Une drague qui pourrait même être qualifiée d'un peu lourde. Izzy n'a donc pas seulement volé un cœur pour Danny, elle s'est fait voler le sien. Dans une scène mémorable de l'avant-dernier épisode de la saison,
Izzy implore Danny de la laisser dégrader son état de santé pour qu'il puisse être opéré avant d'autres patients. Là, oui. Elle utilise tous les arguments jusqu'à asséner en larmes l'argument qui va faire mouche. Please do this for me or I'll never be able to forgive you for making me love you. Et... Ah, c'est fort. Please do this for me or I'll never be able to forgive you for making me love you. C'est exactement le cri que pourrait pousser le public à l'égard de la série et de Shonda Rhimes, tant tout a été fait pour que l'on s'attache trop fortement au personnage. En s'échappant de sa configuration initiale pendant un temps, mais en étant rattrapé par son destin narratif. Selon Shonda, we adored him, but he was a character created to die. Danny nous a fait vivre la première mort de la série à laquelle personne, si ce n'est la showrunner, n'était préparé et pour laquelle Shonda Rhimes et son équipe de scénaristes reçoivent encore des critiques. Jeffrey Dean Morgan lui-même avait insisté auprès de Shonda pour que son personnage continue à vivre et avait refusé de se présenter sur le plateau pour tourner la scène où le personnage succombe. Il a déclaré à propos du tournage de cette séquence: « It's a dark, grim day. I'm still not over it. It broke my heart to leave that show. » Des propos qui filent à nouveau la métaphore cardiaque. « It broke my heart. » De son côté, pour jouer la séquence où Izzy est inconsolable, blotti tout contre le corps sans vie de Danny, Catherine Heigl a révélé avoir puisé dans un traumatisme personnel, la mort de son petit frère quand elle avait 7 ans. Si vous vous souvenez de la mort de Danny. Vous n'entendez peut-être pas la musique, mais c'est Snow Patrol. Je fais la bande son. Parce que c'est devenu une chanson clé qu'on réentend très souvent dans Grey's ensuite. Les acteurs, comme le public, ont donc été mis à rude épreuve dans toute cette saison. Sur ce plan, nous sommes loin d'une éthique du care. En étant sérialisés sous forme de fantômes, en refusant de sombrer dans l'oubli, Danny a enclenché les questionnements récurrents de la série qui conjuguent perte, violence et mémoire, d'où l'importance donnée au fil des saisons à la maladie d'Alzheimer, aux situations traumatiques de toute nature, accidents de bus, de voitures, de bateaux, d'avions, traumas de guerre, électrocution, attentats à la bombe, violence des éléments, tueurs fous, la liste serait trop longue à énumérer, ainsi que l'hommage régulier rendu aux disparus.
Denny Duquette donne ainsi son nom au dispensaire, préfigurant le fait que Lexi Gray et Mark Sloan, morts dans l'accident d'avion de la saison 8, prêteront leur patronyme à l'hôpital dans son ensemble. Le Seattle Grace devient le Gray Sloan Memorial Hospital. L'espace où se déroule la série devient un lieu mémoriel dès la mort de Denny. L'arc de Denny Duquette a également participé à la matrice de Grey's Anatomy sur le plan esthétique. Selon Guillaume Soulez, la reprise des paroles, d'images ou de morceaux de musique au sein d'une même série, parfois avec des variations plus ou moins importantes, participe de l'élaboration d'un, je cite, identifiant sériel. La scène où Izzy sort de l'ascenseur, toute heureuse, en robe de soirée à l'idée de retrouver Denny, va être retravaillée dans plusieurs épisodes. L'épisode 5.2 où Izzy retrouve cette fois-ci Denny vivant, puis dans l'épisode 5.24 où Izzy, dans le coma, anticipe la mort de George. Donc, mise en parallèle de ces séquences, d'abord la mort de Denny, qui esthétiquement va être reliée ici à l'ouverture de l'ascenseur. Et cette séquence, on va la retrouver plusieurs fois dans la série, notamment en saison 5 ici, quand Izzy est dans le coma. La chanson Chasing Cars de Snow Patrol, qui accompagne les pleurs d'Izzy, est devenue une signature musicale de Grey's Anatomy. On la réentend lors de l'accident de Callie en saison 7, de la mort de Derek en saison 11, et plus récemment lors du 400e épisode de la série, où Meredith revit les moments forts de sa vie et donc de la série. Chacun de ces jalons marquants est donc empreint musicalement de la disparition inaugurale de Denny. La mort de Denny est l'un de ces moments qu'Hélène Pompeo, l'actrice jouant Meredith Grey, décrit lors de l'entretien croisé avec Katherine Heigl très récemment dans l'émission Actors on Actors, comme ayant contribué à rendre Grey's Anatomy iconique. Je cite Pompeo, « I think that's why the show's still around, because the foundation that we laid was so strong, albeit painful, but worth it, painful. » En fin de compte, ce qu'a institué Grey's Anatomy est moins une éthique de la sollicitude qu'une éthique de la souffrance indélébile et partagée comme source de résilience. Une souffrance partagée entre actrices, acteurs, spectatrices, spectateurs, pour créer l'émotion artistique et faire perdurer la mémoire de celle-ci. Alors, contrairement à Grey's Anatomy, The Last of Us est une série diffusée sur le câble, donc HBO, avec un format de 9 épisodes seulement, d'une durée variable de 45 minutes à 1h20, et surtout, qui adopte une forme semi-feuilletonnante épisodique. Donc cette forme, elle est différente du formulaire, dans le sens où elle ne repose ni sur une ellipse obligatoire entre les épisodes, ni sur la présence de personnages non récurrents. Généralement, les séries semi-feuilletonnantes épisodiques s'appuient davantage sur la question de la continuité et sur les personnages principaux qui motivent cette continuité. L'épisode 1.3, donc le 3e épisode de The Last of Us, permet de formuler un certain nombre d'hypothèses sur la série comme espace d'accueil dans un cadre semi-feuilletonnant épisodique. Alors, il s'agit d'un récit post-apocalyptique pour l'essentiel, puisque dans le premier épisode de la série, un champignon parasite mute et contamine l'humanité, menant en quelques jours à la chute du monde tel qu'on le connaît. Le champignon prend possession de la personne tout en la gardant en vie et la transforme en une sorte de zombie qui attaque les survivants dans le but évidemment de se propager. Donc les personnes qui sont mordues sont contaminées. La série suit le personnage de Joel, joué par Pedro Pascal, essentiellement 20 ans après le début de la contamination, dans un monde délabré, et il se retrouve à devoir accompagner une jeune fille de 14 ans, Ellie, qui est jouée par Bella Ramsey, et qui semble immunisée aux champignons. Alors dans leur périple, Joel amène Ellie voir un couple d'amis, Bill et Frank, qui pourrait les aider. Et donc, ce couple est l'objet de l'épisode 3 qui va m'intéresser aujourd'hui. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'épisode commence sur Joel et Ellie et coupe
abruptement ce récit pour introduire un très long flashback de 45 minutes qui va raconter l'ensemble de la vie de Bill et Frank post-apocalypse, donc 20 ans de vie à peu près, avant de revenir à Joel et Ellie dans le dernier quart d'heure. Donc l'épisode fait 1h15, c'est un des plus longs, et par conséquent, le temps consacré à Bill et Frank correspond parfaitement au temps d'un épisode classique de drama, 45 minutes. C'est dire l'importance qui est accordée à cette histoire au sein de l'épisode. La série littéralement interrompt, en apparence, sa continuité pour donner une place fondamentale à deux vies singulières, quand bien même en réalité, on pourrait tout à fait comprendre l'intrigue dite principale sans cela. Alors, l'objet même, on pourrait dire le thème de l'épisode, c'est justement l'accueil. Bill est un survivaliste et quand arrive l'apocalypse, il se barricade chez lui, il est très très près, et évite l'évacuation qui aurait mené à sa mort. Et du coup, il prend possession en fait de la petite ville dans laquelle il vivait. Il y survit seul et de manière complètement autosuffisante, comme si rien n'avait changé dans le monde pour lui. Quelques années plus tard, Frank, errant et affamé, est pris dans un de ses pièges et parvient à convaincre Bill de l'accueillir chez lui pour manger un repas. Donc la question fondamentale de départ pour Bill, c'est une question éthique de fait. Va-t-il prendre le risque d'accueillir cet homme qu'il ne connaît pas chez lui? Alors, il y a la question de l'accueil et il y a aussi la question du soin dans cet épisode, care. Sauf que la question va en fait se renverser assez rapidement parce qu'en fait, les deux hommes tombent amoureux l'un de l'autre. Et en fait, alors qu'il y avait cette question de l'accueil, je dirais physique, de Bill qui accueille Frank chez lui, ensuite, Frank, lui, va construire un espace d'accueil émotionnel pour Bill pour qu'il puisse exister pleinement dans toutes ses facettes. Et l'épisode avance dans un renversement constant autour de qui s'occupe de qui. Les rôles vont s'inverser de multiples fois au cours du flashback, ce qui fait qu'in fine, les deux sont présentés en fait dans une posture de soin. Donc il s'agit d'un épisode sur l'accueil, mais qui formellement construit un espace narratif d'accueil pour des personnages dits secondaires, auxquels est donnée la dignité d'être des personnages principaux. Alors, cette mise en avant n'est pas vraiment temporaire, dans la mesure où il ne s'agit pas de mettre en avant un moment de leur vie, mais bien toute leur vie. Les deux personnages ne meurent pas de manière prématurée, par exemple à cause du champignon, ou bien à cause des pillards, comme on le croit à un moment de l'épisode, mais bien à la fin de leur vie, lorsqu'ils sont âgés et que Frank est malade. Les deux hommes se suicident ensemble, estimant qu'ils sont satisfaits de leur existence. C'est explicite dans l'épisode. Donc, ce qui m'importe ici, c'est que cette mort marque donc le fait que c'est bien toute leur vie que l'on a dans l'épisode, c'est bien une totalité pensée comme telle et non pensée comme interrompue à laquelle on a accès. D'ailleurs, l'épisode se termine sur une image de la chambre de Bill et Frank, un espace devenu intouchable dans lequel leur corps demeure et la caméra vient filmer, si l'on veut, de leur point de vue, la fenêtre et la vue de l'extérieur, comme s'ils étaient toujours encore là. Leur présence en devient éternelle à l'image. Je vous montre ces quelques secondes de la fin de l'épisode. Donc là, vous avez Joel et Ellie qui s'en vont. Et la caméra qui est à l'intérieur de la chambre de Bill et Frank. Évidemment, il n'y a pas de contre-champ. Donc, ce sont les personnages principaux, Joel et Ellie, qui sont relégués dans cet épisode au rang de personnages secondaires, d'autant qu'ils ne font littéralement que passer dans cet épisode, parce que leur agentivité est très limitée, ils arrivent trop tard, Bill et Frank sont déjà morts, donc ils n'ont pas d'interaction avec eux de fait. Et aussi parce que Joel et Ellie n'amorcent pas vraiment le flashback, en tout cas pas esthétiquement. Le flashback est amorcé via une anonyme, donc c'est un double décentrement, d'autant que cette femme subit le sort qu'aurait dû subir Bill s'il ne s'était pas caché. Et donc, forcément, elle est mise du coup sur le même plan que Bill, et on peut se dire, elle aurait potentiellement pu avoir un épisode centré sur elle, en fait. Je vous montre cette petite transition. Voilà, ça dure quelques secondes. C'est comme ça que le flashback commence. Donc là, on est avec Joel et Ellie.
Voilà, et c'est cette femme qui fait la transition. Donc, l'épisode 1-3 n'est pas à voir, à mon sens, comme un apax au sein de la série, comme un pas de côté, mais plutôt comme un moment d'une structure générale fondée sur une reconfiguration constante et chaotique. Si on regarde attentivement la série, d'abord, la durée des épisodes est très variable. Bon, maintenant, c'est assez fréquent, hein. Mais la forme l'est aussi. On a des séquences pré-génériques dans les épisodes 1, 2 et 9, mais pas dans les autres, et notamment pas dans le 3. Pour la première fois, on n'a pas de séquence pré-générique dans l'épisode 3. On change aussi d'influence générique, pratiquement à chaque épisode. Film de zombies, horreur en huis clos, post-apo, road trip, western, teen movie. Chaque épisode est une reconfiguration et il est impossible de savoir à quoi va ressembler l'épisode suivant. Il y a des ellipses, il y a des flashbacks, mais toujours de manière non régulière. Et il y a de nombreux épisodes qui donnent la place spécifiquement à un ou plusieurs personnages que l'on ne reverra pas après. Et donc, du coup, la structure de The Last of Us, c'est justement d'être en mouvement constant. Alors, ce n'est pas très étonnant quand on voit le générique qui pose les thèmes essentiels de la série, à savoir la mutation et l'adaptation. C'est mon dernier petit extrait. Là, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est pas la musique, c'est vraiment le visuel. Et la reconfiguration constante des formes, c'est ça qui m'intéresse en général. Voilà. Donc, le champignon a muté, c'est ça qui démarre la série. On le voit d'ailleurs juste à l'instant dans le générique. Les corps qui sont contaminés mutent, les sociétés confrontées à ce désastre mutent, le monde s'écroule, et donc il y a un mouvement constant pour réinventer des modèles, d'ailleurs un peu comme dans Walking Dead, dont on va parler ce matin, mais dans une fuite en avant désespérée, dont l'issue est déjà connue, puisque si on se rappelle de la toute première séquence en fait, de la série, le scientifique dit que de toute façon, si ça se passe, on est fichu. Il n'y aura pas de solution. Donc, dont l'issue est déjà connue, et l'issue, c'est la mort. Et il me semble qu'un des propos de la série, c'est justement que les gens survivent en se racontant des histoires. Là, je pense précisément à la fin de la série, je n'ai pas le temps de développer ça, mais on pourra en reparler si vous voulez dans les questions. Donc, survivre en se racontant des histoires, mais aussi pour la série elle-même, et pour nous, spectateurs et spectatrices, donner une dignité, un statut particulier à des histoires. Et donc, le statut de l'épisode, dans ce cas, devient fondamental. Chaque épisode, c'est potentiellement, on le sait bien, une nouvelle histoire. Donc, il ne s'agit pas d'une poétique du pas de côté, encore une fois, mais une sorte de potentialité liée à une structure générale qui est celle d'une tension entre la continuité et la rupture. La logique de l'épisode vient se heurter à la logique tragique du feuilletonnant, mais pas à la logique de la série, parce que la logique de ce type de série repose justement sur cette tension même. Autant dans le semi-feuilletonnant formulaire, la dynamique d'accueil est intrinsèque et, je dirais, harmonieuse. Elle repose sur le principe de la répétition. Autant dans le semi-feuilletonnant épisodique, on est plutôt dans une forme de négociation et même de conflit entre deux logiques. Et du coup, ces espaces d'accueil sont en apparence de l'ordre de l'événementiel. On a beaucoup parlé de cet épisode 3 comme justement une sorte d'épisode spécial, mais à mon avis, si on regarde l'ensemble de la série, justement, ça se replace dans une configuration qui est celle de l'ensemble de la série. Donc, ça peut être perçu en apparence comme quelque chose de l'ordre de l'événementiel, mais ça ne veut pas pour autant dire que ces épisodes-là ne sont pas organiques au propos de la série. On remarque notamment que tout le monde meurt en fait, dans The Last of Us. Ce n'est pas le cas simplement de Bill et Frank, et que c'est en général à la fin de l'épisode qui lui est consacré que le personnage meurt. Comme si on nous disait constamment qu'il faut prendre le temps de connaître cette personne, même et surtout si on est dans un monde où cette personne va mourir, parce que de toute façon, comme j'ai dit, tout le monde meurt. Remarquons par exemple que le pilote s'ouvre sur le point de vue de Sarah, la fille de Joel, qui est la première personne à mourir,
Une fois morte, elle passe le relais du point de vue à Joel, qui devient à ce moment-là le point de vue de référence. C'est la même chose dans l'épisode 2, où on adopte le point de vue de Tess jusqu'à ce qu'elle meure également, et ainsi de suite. Donc, ce qui se passe avec Bill et Frank dans ce cadre apparaît bien moins comme un apax et plus comme une manifestation d'une structure sous-jacente qui prend plusieurs formes au cours de la série et d'une structure sous-jacente qui est d'autant plus difficile à analyser qu'elle repose sur l'impermanence et une certaine forme de chaos. Ainsi, on peut s'interroger sur le statut de l'espace d'accueil dans ces deux types de séries. Dans une série semi-feuilletonnante formulaire comme Grey's Anatomy, l'accueil, je l'ai dit, est structurel. C'est une prémisse, ce qui fait de la série pratiquement un espace utopique. Pour autant, c'est un espace qui n'est pas sans violence, en particulier parce que la série vient mettre en tension des dynamiques d'ordre différents. Cette lutte se joue notamment au niveau générique, puisque la puissance du personnage de Danny, comme Sarah l'a dit, est en particulier de faire muter génériquement la série. Dans The Last of Us, le cadre de départ est, non pas utopique cette fois, mais est désenchanté ou critique. Pour exister, les espaces d'accueil se heurtent à d'autres logiques qui ont tendance à être dominantes. Le mouvement de mutation constante et les espaces-temps privilégiés, que sont l'accueil du point de vue d'un personnage, sont donc abruptement pris sur ce qui serait la facilité de l'intrigue principale linéaire, c'est-à-dire peut-être aussi sur la pente tragique d'un monde qui, de toute façon, comme je l'ai dit, est déjà fini. Mais c'est précisément cette préemption qui devient la structure même de la série. Je vous remercie. Les questions idéales, moi je vais commencer, je vais me permettre de commencer. Est-ce que il n'y aurait pas un fantôme de Danny Pocket qui serait Carole Appel? Carole Appel sauver un parent des épisodes d'enfance, et puis non, on la sauve. On la sauve et on lui donne l'importance qu'elle doit avoir après le personnage central de l'enfance. Oui. Donc là, il y a peut-être un fantôme, une trace déjà spectrale. Je suis d'accord, mais la grande différence, c'est que les créateurs d'Urgence l'ont gardé pratiquement jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle rejoigne George Clooney à la fin d'un épisode. Mais effectivement, alors que Danny, la spécificité, c'est que Shonda avait prévu qu'il meure, il est mort. Mais bon, il y a eu un petit délai, on a eu un petit peu de répit, on a eu cette chance-là aussi. Hein. Et je pense vraiment que c'est cette mort qui a été inaugurale pour la série. Sans Danny, pas de Grace. C'est ça que je conçois. Oui. J'ai rien à ajouter là-dessus. Oui, quand tu as fait la vidéo, justement, moi, je pensais à l'épisode spécial, quand c'est l'adolescent, elle a fait un épisode spécial, notamment sur le plan matriciel, le plan éditorial et matriciel. Je trouvais que c'est vrai que ça s'appliquait bien, en même temps, tu as répondu, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre cet épisode et les autres, c'est qu'on retrace toute leur vie en fait. Et c'est pas dans le jeu vidéo déjà, ça c'est quelque chose qu'ils ont complètement créé. Et je suis d'accord avec toi que ça change le point de vue d'épisode en épisode, mais les autres, c'est le passage dans le sillage des deux protagonistes, alors que là, temporellement, en fait, on écrit toute leur histoire. Et c'est ça qui, à mon avis, était quand même spécial dans cet épisode. Oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a quelque chose de particulier, mais aussi parce que justement, je pense que c'est inaugural aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu cet espace-là, on est amené à recevoir, je pense, les autres personnages d'une autre manière que si on n'avait pas. Voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas autant d'espace qui est laissé aux autres personnages. Donc, il y a quand même un statut particulier, il y a un ton, là aussi, parce qu'encore une fois aussi, les tons sont très différents d'un épisode à l'autre. Celui-ci, il y a vraiment quelque chose de lyrique, enfin, il y a l'utilisation de la musique de Max Richter, enfin, il y a plein de choses qui vont vers ce côté-là de l'émotion, mais à mon avis, c'est, comment dire, ça en fait quelque chose de spécial, mais c'est aussi justement dû à l'unicité esthétique de cet épisode-là, de la même manière que d'autres épisodes vont adopter d'autres postures, en fait. Voilà, donc je pense qu'il faut le penser à la fois comme quelque chose d'inaugural qui va nous permettre d'appréhender les personnages d'une autre façon
par ailleurs, mais aussi avec une spécificité esthétique, parce que de toute façon, chaque épisode a une espèce de spécificité esthétique. Enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ouais. Oui, c'est ça. S'il y a plus de. Si on peut encore parler d'épisodes spéciaux, si tous les épisodes sont Complètement. spéciaux, Oui, ça. ça fait bien, il y a plus de points de repère, de fixité. C'est ça. Moi, j'avais une question de vous, c'est que vous avez écrit un article, vous appeliez à donner une suite, ça va être un épisode 2, donc vous envisagez quel format, est-ce qu'il y aura des personnages secondaires, est-ce que les personnages principaux s'entre-déchiraient, disparaître, etc. Nous, on écrit au fil de l'eau. Ouais. Comme scénariste de série, on est très pour le fil de l'eau. On voit comme ça vient. Mais en tout cas, là, c'est vrai que ça ouvre d'autres perspectives. L'idée vraiment de cet article, justement, c'était d'aller écrire un peu dans les creux de ce qu'on avait fait jusqu'à présent et d'ouvrir aussi à d'autres pistes. C'est vrai que, justement, moi, je m'étais beaucoup intéressée, bon, comme vous savez tous, aux séries semi-feuilletonnantes formulaires, vraiment. Et donc, ça me hantait cette question de comment ça peut fonctionner dans l'épisodique. Et là, je pense qu'il y a des corpus, ce que je n'ai pas évoqué, parce que j'en ai parlé brièvement, justement, cette histoire de la fiction à la fin, mais par exemple, je pense qu'il y a des choses à penser sur The Leftovers par rapport à The Last of Us, exactement pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer, à la fois pour le propos sur la fiction, parce qu'en fait, la fin de The Leftovers ça pose la même question que la fin de la saison de The Last of Us, mais aussi parce qu'il y a des questions de structure comme ça qui sont complexes. Récemment, j'ai pas mal travaillé sur Magicians, et je pense que The Magicians, on peut réfléchir aussi, pareil, à une évolution de la structure qui est en mouvement constant, et pareil, en fait, pour des raisons de tragique, en fait, aussi, parce que le monde est tellement horrible que du coup, il faut essayer de construire des reconfigurations systématiques. Donc voilà, je pense que ça ouvre à des analyses d'autres corpus. Là, c'est un exemple, mais à mon avis, il y a plein de choses à faire. Et cet opus numéro 2, c'était aussi pour venir remettre en question ce qu'on avait écrit, qu'on ne donne pas l'impression qu'on va attacher une forme, à dire que la forme semi-feuilletonnante formulaire serait forcément éthique, voilà, et forcément humaine. Et en prenant cet exemple de Grey's Anatomy, on voulait montrer qu'il y avait aussi une dimension cruelle. Il y a vraiment oui, de la cruauté à tuer Danny, selon nous, dans ce système où, en le faisant sortir du cadre semi-feuilletonnant formulaire, on va finalement l'éradiquer. Et avec tout l'attachement que tu as montré ce matin, plus on l'a vu, Danny, plus ça va être dur de le voir disparaître. Et comme l'a dit Claire, l'étude de la série semi-feuilletonnant épisodique venait montrer que l'épisodique pouvait être tout aussi accueillant que le formulaire. Quand on mobilise la forme d'une certaine façon. Donc, c'était pour nuancer et surtout ne pas figer les formes, ne pas associer de manière figée une forme à une éthique particulière. Merci beaucoup pour votre présentation qui est absolument passionnante et qui est intéressante parce qu'elle fait aussi des ponts avec des choses qu'on a vues ce matin. Oui, alors moi d'abord j'ai découvert que Negan pouvait être quelqu'un de très très gentil. Peut-être que dans The Walking Dead, tu as envie qu'il disparaisse assez vite et en fait non, il reste. Mais je pense que ça joue. Ça joue sur des... Oui. En fait, c'est cette espèce de spectre qui devient monstrueux. Il joue sur la persona construite par Jeffrey Dean Morgan parce qu'il a percé avec le rôle de Danny. Il était connu un petit peu avant, mais il perce vraiment pour le grand public. Ça reste Danny. C'est pour ça qu'il a été choisi dans le modèle. Oui. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ce type est extraordinaire pour jouer des monstres. Je n'ai jamais pensé qu'il pouvait jouer des pauvres malades sur un livre de prêt. Mais alors, une remarque qui m'est venue en vous écoutant, c'est aussi à quel point je trouve que les séries, elles jouent un jeu quand même qui est assez troublant sur la question d'éthique, parce qu'elles vous font aussi accepter des choses parfaitement inacceptables. Et je trouve que ce que tu as montré là de ce grand cri du cœur de la médecin qui dit mais fais-le pour moi, je vais renoncer à tous mes principes de médecin, Hippocrate passe par la fenêtre, mais en même temps fais-le pour moi, cette espèce de cristallisation sur les affects du personnage et qui est aussi quelque chose qui est en miroir des affects du spectateur qui est tout seul derrière son écran ou à une ou deux personnes, c'est là pour faire accepter quelque chose qui est absolument hideux, c'est-à-dire on oublie l'éthique.
Moi, ça me rappelle un petit peu ce dont je parlais ce matin sur les interrogatoires de prévenus, où en gros, on jette le droit par la fenêtre en disant que de toute façon, quelqu'un qui a commis un crime est en fait quelqu'un qui devrait finalement n'avoir droit qu'à l'irrespect, la perte de ses droits, son avocat ne peut pas être là. Enfin, c'est des gens dont on voulu l'humanité. Et finalement, il y a quand même quelque chose d'un peu problématique à avoir ces séries qui vous font vous mettre du côté de héros représentant le bien, que ce soit un médecin ou des flics, et donc en fait, on est en train de vous dire, finalement, si on pouvait un petit peu se débarrasser d'un certain nombre de principes éthiques qui organisent le compromis social, ce serait pas plus mal. Si ce personnage, ça devient une tragédie que ce personnage meurt parce que finalement, elle va lui faire dégrader sa santé. Alors, effectivement, elle est punie, mais sa punition l'a grandi comme un personnage tragique, et du coup, il revient. Donc, il y a un espèce de jeu quand même qui est assez pervers. On est d'accord. Et si tu vois la séquence dans son ensemble, ce qui est intéressant, c'est que Izzy va jouer le rôle de l'avocate. C'est-à-dire, elle va expliquer pourquoi son choix peut être vu comme éthique en disant, mais la personne qui est devant toi, elle s'est enregistrée 17 secondes ou 7 secondes avant toi. 7 secondes, qu'est-ce que c'est? C'est même pas la durée de A Decent Kiss. Tu vois, donc à parler de sa relation amoureuse à l'intérieur même de son plaidoyer. Et donc, ce que tu dis là, c'est tout à fait vrai. On est dans cette tension, ce paradoxe en permanence, et de personnages qui se font leurs propres avocats pour justifier des actes injustifiables. Et c'est presque plus en milieu là que dans Seinfeld, finalement. Parce que dans Seinfeld, les personnages restent des losers. Finalement, on est à un peu qui sont très féministes. Ils sont très, voilà, ils sont très, ouais. Mais en même temps, ce qu'ils font, c'est moins grave. C'est toujours pour les faux certes. Alors que là, on se dit, non, oui. Mais d'un autre côté, si on réfléchit sur le plan scénaristique, il fallait trouver une justification à la mort de Danny. Et c'est tout simplement parce que Shonda n'a pas voulu qu'il perdure. Et pour le tuer, il fallait que Izzy commette un acte irréparable, d'une certaine façon, pour justifier sa mort. Donc, tout est de la faute de Shonda Rhimes. Mais d'un autre côté, elle a créé l'émotion fondamentale qui a lancé le programme génésique de la série. Donc, bon, on lui pardonne. Alors, c'est une dernière peut-être une question, ce que j'ai remarqué par rapport aux deux séries, c'est aussi le fait d'oublier, c'est le fait que quand on oublie une personne, c'est comme si elle mourait. Et le fait de ne pas oublier une personne, ça fait qu'elle vit toujours, même dans Last of Us ou dans Anatomy, ou sinon la série aussi de Walking Dead. Pour ça aussi, les personnages permettent de construire aussi les autres personnages, parce que quand on n'oublie pas, par rapport à ce spectre, par rapport aussi à une sorte de fantôme qui revient et qui veut nous faire avancer, nous faire comprendre quelque chose, eh bien, il y a ce sentiment que même quand on veut oublier une personne, quand on oublie un personnage dans une série, bah, le fait de vouloir oublier, ça renforce en fait le fait de ne pas oublier. Et donc, ça permet justement de rendre la tragédie et le côté dramatique encore plus fort et encore plus dans la mémoire, encore plus persistante. Ah oui, oui. C'est ce que je disais quand je mets l'accent sur le fait que c'est une série sur la mémoire, Grey's Anatomy, et c'est pour ça que la mère de Meredith meurt de la maladie d'Alzheimer, et que moi j'avais une théorie sur la fin de Grey's, alors je ne sais pas si un jour elle s'avérera, mais c'est que Meredith a hérité du gène de sa maman, qu'elle aura une maladie d'Alzheimer, qu'elle développera ça comme sa maman, et que c'est nous, en tant que public, qui serons sa mémoire, parce qu'on aura tout vu. Je vais pleurer.
Donc, ce que vous dites pour The Walking Dead, c'est aussi sur fond d'une consommation de corps absolument extraordinaire. On se souvient de quelques personnages, mais il y a un côté très, très singulier, très individuel par rapport à l'énorme production de cadavres en série. C'est des tombereaux de cadavres et puis on se souvient de quelques personnages. Ça pose question aussi. Alors, dans Grey's Anatomy, je ne sais pas combien il y en a. Ah ouais, beaucoup de morts dans Grey's. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Magnifique conclusion. Je ne vois pas comment rebondir. Très bien. Pour ceux qui sont en ligne et qui n'ont pas entendu la phrase de Chloé, il y a beaucoup de morts dans la vie. On va faire une petite pause et puis on revient dans 10 minutes.